Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes le vendredi 5 mai. Bonjour à toutes et à tous. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Sophie de Menton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Alexis Poulain est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio les mercredis matins. Et Lucas Jakubowicz, vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef du magazine Décideur Magazine. Et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Bonjour à vous. Bonjour. On va revenir évidemment, vous l'avez entendu dans la matinale de Benjamin Glaise, sur la polémique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin qui attaque Madame Meloni pour mieux attaquer Marine Le Pen. Est-ce un faux pas? L'Assemblée nationale qui vote la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants, avec tout de même cette curiosité, et les filles qui votent avec le Rassemblement national, c'est pour le moins baroque. Et puis les Français soutiennent le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. 55% des Français, selon notre baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio, soutiennent donc cette réforme. Et puis l'essence qui baisse partout. Un auditeur m'a envoyé une photo d'un plein, du prix en Espagne, 1,34 € pour le gasoil, pour le diesel, ce qui est assez bas. Et en France, ça ne baisse pas. On commence avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Alors Sophie, c'est l'actualité également. Également. Alors on va me traiter de bourgeoise, mais ça c'est bon, je m'y ferai. J'avais un coup de cœur pour le couronnement du roi Charles III. Alors c'est pas tellement pour le couronnement. La royauté, c'est vrai britannique, moi j'ai des ascendances anglaises, mais c'est un peu un socle pour l'Europe. La reine d'Angleterre, ça a été une figure extraordinaire. C'est une espèce de retour vers le passé positif. Et mon coup de cœur, c'est pire que ça, c'est pour le protocole, figurez-vous. Parce que je trouve que le protocole de cette cour, qui peut être complètement désuet pour certains, est une espèce de colonne vertébrale. Les Anglais se tiennent bien, on regarde ça, les Anglais même. Pas les hooligans. Oui, il y a les hooligans, il y a les black blocs, d'accord. On va oublier les hooligans pour le couronnement. D'ailleurs, à mon avis, ils ne seront pas là. Je vous signale que la foule, je parie que la foule va se tenir extraordinairement bien, que les gens sont habillés pour venir, qu'il y en a qui d'ailleurs qui ont passé la nuit, ça c'est encore une autre chose, mais ce protocole, c'est une espèce de révérence et on a besoin de s'en inspirer parce qu'à force de casser tous les codes, de ne plus en avoir du tout, on finit par aboutir à un mal-être, à une mauvaise éducation partout. Et je fais une petite parenthèse. Hier, il y avait le président de la République qui parlait des lycées techniques et il parlait devant des lycées techniques et il y avait des jeunes derrière. Et donc la caméra cadrait le président de la République et les jeunes derrière. Et il y avait une gamine en particulier et son voisin qui levait les yeux au ciel, qui ricanait, qui montrait leur désapprobation. Eh ben non, ils se taisent. D'accord, c'est pour eux qu'on le fait, même s'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République, on se tient bien. Et le on se tient bien, c'est quelque chose qui a disparu. Et donc voilà, c'était un coup de cœur pour ce protocole qui, dans sa rigidité, a déteint un peu. Et demain, on va avoir un spectacle incroyable comme celui de l'enterrement de la reine d'Angleterre, avec un peuple impeccable, bien habillé, qui se tient bien. Moi, ça me fait plaisir. Pourtant, Charles a cassé un peu le protocole. Non, il a fait des économies. Il y a moins d'invités. Il réutilise un certain nombre de... C'est pas le protocole qui va casser. Non, c'est pas le protocole. On va quand même, son fils va faire allégeance genou à terre. Ils ont hésité, mais ça continue. Mais pas les nobles, pas les aristocrates. Ce sera tous les Britanniques qui pourront rendre... Mais c'est bien. Mais pourtant, il y a un sondage qui dit que 41% des Britanniques âgés de 18 à 25 ans préféreraient avoir un chef d'État élu. Et ils ont raison, il n'y a qu'à voir ce que ça donne ici. Qui est en constante augmentation. Vous en pensez quoi, Lucas Jakubowicz? Deux choses. En fait, ce que dit le sondage YouGov, donc sur les 41%, c'est on préférait avoir un chef d'État élu. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne veut plus de la royauté. Exact. Et il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame de Menton, quand elle dit on va me traiter de bourgeoise, mais non. En réalité il suffit de connaître un petit peu l'Angleterre pour savoir que la famille royale est très très appréciée dans toutes les classes sociales. Je parlais de la France, où on avait traité de bourgeoise. En tout cas en Grande-Bretagne, y compris dans les milieux populaires ou immigrés, la famille royale est très très respectée. Et au contraire, quand on regarde qui sont, entre guillemets, les républicains britanniques,
excusez-moi de le dire un peu crûment, mais c'est les bobos universitaires d'Oxford, de Cambridge, du centre de Londres, etc., qui ne sont pas du tout représentatifs de la population. Alexis Poulain, le roi. Mon gauchiste préféré. Le roi ou quoi pardon, j'ai pas entendu non, la question c'est est-ce que vous êtes sensible à la monarchie britannique? C'est vrai qu'on en fait beaucoup, même en France. Alors, partout. je trouve. Alors, moi, il se trouve que j'ai travaillé pour les affaires étrangères britanniques, donc j'ai travaillé pour la couronne, et je connais l'amour qu'ont les Anglais pour cette institution qu'elle a, pas forcément la famille royale, mais disons la figure du monarque. Et particulièrement la reine Elisabeth qui avait une place de cœur dans le cœur de tous les Anglais. Avec Charles, je pense que c'est assez différent parce qu'ils le connaissent depuis déjà des années en tant que King in Waiting, celui qui attend son heure, qu'il a pas forcément la même image que sa mère. Donc là, il y a déjà une société qui est plus divisée sur cette vision, mais globalement, les Anglais restent attachés à la monarchie. Il n'y a pas de question là-dessus, et ils sont très contents d'avoir cette famille royale comme symbole un peu de l'unité d'un pays. Mais je parlais du protocole, Alexis, et de cette façon d'exiger de bien se tenir, etc., de faire très attention à tout un code. Oui, mais ça fait partie de ça. C'est-à-dire, vous allez à la Tour de Londres, vous avez les Beefeaters qui sont là, qui sont des gens qui ont fait une carrière dans l'armée. Il y a tout le décorum qui va avec. Ils sont très soucieux, les Anglais, des traditions. Et donc, bien s'habiller, les uniformes, les costumes, et la couronne, ça fait partie de cette tradition ultime. Donc, ils la défendent évidemment. Majorité d'Anglais. Vous trouverez des républicains aussi chez les Britanniques. Mais voilà un peu ce que je peux dire. C'est sûr. Je pense pas que il y aura le même engouement qu'on a pu trouver pour Charles que pour Elisabeth II, comme je le disais, parce qu'il est connu, parce qu'il a l'âge qu'il a, parce que etc. Les temps sont les temps aussi, donc ça risque d'être une cérémonie, qui va intéresser peu de gens. Après, moi, ce qui me pose question, c'est effectivement les tonnes qu'on en fait en France sur la monarchie anglaise, partout comme dans si le on monde. regrettait d'une certaine façon d'avoir décapité Capet au 18e. C'est partout dans le monde, et puis c'est un événement effectivement qui va être en mondovision, donc voilà. Enfin, coup de pied contre le franglais, My Little French Bank, parce que ça, la mode anglaise et la mode de l'anglais est terrifiante quand elle remplace le français. Est-ce que vous connaissez le nom de la ministre de la francophonie? Oh ben non. My Little French Ministre. Parce que je me suis indignée contre. Alors, il faut que je recherche parce que j'ai déjà oublié son nom. Parce que je me suis indignée contre l'Institut Paul Bocuse qui change de nom. Ça fait 3 fois que j'en parle, mais je suis absolument choquée. Il faut. Life. C'est un acronyme anglais complètement dingue. Oui. Oh là là, et je trouve ça complètement dingue. Donc elle s'appelle Chrysoula Zarakopoulos et elle avait eu des ennuis. Vous savez, elle avait été attaquée. Elle est médecin et on avait attaqué sa pratique en disant qu'elle faisait preuve de violence. Ah oui, gynécologique. Et donc, voilà. Mais cette femme, on n'en a pas entendu parler depuis. On nous bassine chaque année avec le jour de la francophonie et gna 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 et gna gna gna. On a eu des ministres qui ont existé quand même avec la francophonie. C'est important la francophonie. Eh ben non. Eh ben voilà. Donc voilà, je vous ai collé. C'est Marlène Schiappa qui lui a volé la vedette. Pour le franglais, il y a un compte très intéressant qui s'appelle Gallicagram, qui est un robot qui fait du big data sur les vieux journaux et qui compte les mots, etc. Et avec cet outil, on voit en fait la montée de tous les anglicismes dans la langue française à partir des années 60-70, où il n'y avait pas du tout d'occurrence de mots comme ce qu'on dit life, machin. Ah oui, alors ça va s'appeler Lion for Excellence, mais merde, quand on a un nom comme celui de Paul Bocuse. Voilà un beau mot français. Puis Paul Bocuse, qui est quand même une icône de la cuisine française, je trouve ça lamentable. Donc je le redis pour la 3e fois cette semaine et je le redirai encore. Est-ce qu'ils peuvent changer ?
j'en appelle à la ministre de la francophonie. De demander qu'on change. Non, mais on n'a pas d'argent. On a des ministres qu'on ne connaît pas, qui sont totalement transparents, on l'a déjà dit ici, mais qu'a fait la ministre de la francophonie? À quel moment, je ne dis pas qu'il faut être dans les médias tout le temps, mais à quel moment on a un bilan de ce qui a été fait par ces ministres? On cherche de l'argent, c'est des gens qui ont des chauffeurs, qui ont des employés, qui ont des... Et elle est contente parce qu'on parle d'elle, c'est la première fois depuis un an, ce matin. Madame, je vous interpelle sur la francophonie et qu'on laisse effectivement My Little French Bank et tous ces anglicismes. Et qu'elle appelle Bocuse, on ne sait jamais. Et qu'elle appelle Bocuse, absolument. L'Institut Paul Bocuse à Lyon. Allez, on se retrouve dans un instant. Avec vous, on va parler du fonds Marianne, Alexis Poulain, et puis on parlera évidemment politique et réforme des retraites. À tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Alors, pour continuer sur ma lancée, je suis un petit peu énervé ce matin, signaler quand même la déliquescence une fois de plus des services publics. Une jeune journaliste ici tout à l'heure nous signalait que ses voisins se battaient hier soir et qu'elle entendait des cris. Elle a appelé la police et on lui a répondu « Ah bah non, on n'intervient pas tant que les gens n'ont pas appelé eux-mêmes ». Bon, voilà. Alors évidemment, ils ne peuvent pas se déplacer à chaque fois qu'il y a une bagarre de couple, mais je pense que quand on appelle et qu'on a le sentiment qu'il se passe quelque chose de grave, on peut s'en inquiéter un peu. Et pareil, j'ai dû appeler la police hier pour un incident sur la route. J'ai attendu un quart d'heure. On m'a répondu, on m'a dit oui, ne quittez pas. Et j'ai expliqué. Et vous êtes toujours au téléphone. Je suis toujours au téléphone à attendre. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a un vrai problème dans ces services. On sait que la France dysfonctionne et je trouve qu'on n'assiste pas assez. Il y a une indifférence incroyable. Et ça, je veux dire, le chef d'entreprise que je suis est révolté parce qu'on ne supporte pas. Dans une boîte, on se débrouille. Il y a des absents, il y a des... On fait face. Un client, on lui répond. Oui. Lucas, toutes les anecdotes que vous racontez, on les connaît tous et j'imagine que les auditeurs peuvent en citer comme ça 3 spontanément. Et d'une certaine façon, alors c'est très très cynique, mais ça prouve qu'on est dans un pays ultra civilisé ou ultra soumis. Parce que quand on a une situation comme ça, en principe, les gens vont finir par se faire justice eux-mêmes. Oui, enfin, vous ne trouvez pas que dans la rue, moi je ne trouve pas très soumis là. Je trouve insoumis, moi. Alexis, ça dépend pourquoi, mais globalement... Là-dessus Non mais il y avait un article dans les Échos aujourd'hui sur le fait que les Français n'avaient pas l'impression que les impôts baissaient et surtout qu'ils étaient très mécontents sur l'utilisation de l'argent de ces impôts. Oui. Et c'est vrai que le sentiment, c'est pas d'une baisse d'impôts ni d'une amélioration des services publics. On a juste l'impression d'une gabegie géante organisée. Enfin, on parlait de cette ministre de la francophonie inconnue au bataillon. Voilà, à un moment, on peut se demander qu'est-ce que c'est que cet État devenu totalement déconnecté, qui fait un peu n'importe quoi, avec en plus le côté service public qui est en train de partir loin derrière, avec ces maisons France Service, puisque les mairies ferment, les centres des impôts ferment, les boulangeries ferment. Enfin, il y a vraiment un sentiment de ruine. Vous êtes de mauvaise foi parce que le ministère de l'économie a lancé, c'est ironique, rassurez-vous, puisqu'il y a ce site qui s'appelle En avoir pour mes impôts, où on vous explique comment est utilisé l'argent. Donc c'est un truc qui a dû faire travailler aussi des dizaines de personnes pour mettre en place ce site. Il y a une constante historique qui est hyper importante et dont on parle jamais à propos de la bureaucratie. C'est que plus un pays, une civilisation, un corps constitué est en déclin, plus il a tendance à inventer des règles, à imposer, à normer. Et il y a plein d'exemples historiques qui prouvent ça. La Russie soviétique, par exemple. Mais je pense aussi à la fin de l'Empire romain, le bas Empire romain. Donc à partir de la dynastie théodosienne, le gouvernement, l'Empire était devenu incapable de protéger les frontières, de garantir l'ordre intérieur, la prospérité économique, et pourtant les règles, les taxes augmentaient. Mais à tel point qu'à la fin d'ailleurs, les citoyens, les habitants préfèrent être régis par ce qu'on appelait les barbares qui eux les imposaient pas et les protégeaient, que par l'Empire. Mais la fin de l'Empire chinois, c'était pareil. La fin de l'Empire soviétique, c'était pareil. Il y a un lien hyper fort entre la bureaucratie et le déclin d'un pouvoir politique. Mais je crois que c'est important de souligner ça parce qu'aujourd'hui, on voit une inflation bureaucratique, notamment au niveau des instances européennes. Tout ce que fait l'Europe, c'est des règles. C'est des règles de contraintes, d'ailleurs. Et Thierry Breton en est très fier. Enfin, vous n'entendez parler de l'Europe que sur des règles de contraintes, que sur des règles folles, par exemple, sur le prix de l'énergie, qui fait que l'essence est le plus cher en France. C'est le dernier pays d'Europe où l'essence est aussi chère. Que l'électricité, malgré nos centrales, reste encore plus chère en France que dans d'autres pays. C'est exactement ce qui se passe avec la bureaucratie à Bruxelles. C'est-à-dire, c'est une sorte de système qui s'auto-entretient et qui n'existe que par la création
addition de règles supplémentaires et des règles qui finalement ne rendent pas la vie meilleure. Hein. On est là sur du délire idéologique ou au moins de l'organisation, de la désorganisation de concurrence libre et non faussée. Alors pour être tout à fait précise, Madame Chrysoula Zakharopoulou, elle est également chargée du développement et des partenariats internationaux. Donc j'ai regardé, elle a des rencontres au Parlement européen sur les accords européens, etc. Mais c'est vrai que le périmètre francophonie, me paraît un peu délaissé. Voilà. Alexis, ça va dans la ligne de ce qu'on est en train d'évoquer. Complètement. Vous vouliez évoquer, vous, le fonds Marianne. Donc rappeler un peu les suites. Du fonds Marianne. Oui, le fonds Marianne, pour rappeler un peu, c'était ce fonds qui avait été proposé par Marlène Schiappa pour soutenir la lutte contre la radicalisation suite à l'assassinat de Samuel Paty, lutter contre le séparatisme en ligne. Et il se trouve que c'est plus de 2 millions qui ont été alloués à des associations, à des structures qui ont fait quelques vidéos, vues quelques dizaines de fois sur les réseaux sociaux. Et il y a eu des questions qui se sont posées. Une enquête a été faite par Marianne, France Télé, Mediapart. Et les sénateurs se sont emparés du dossier, ont voulu savoir où étaient allés ces fonds. Certains de ces fonds ont servi à financer des salaires pour des dirigeants associatifs. On a l'impression qu'il y a une gabegie. Et là, hier, le parquet national financier a ouvert une information judiciaire pour soupçon de détournement de fonds publics dans cette fameuse gestion du fonds Marianne. Alors, Marlène Schiappa se défend en disant qu'elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle n'a pas donné d'argent à ses copains. Il se trouve que c'est quand même son directeur de cabinet et 3 membres de son cabinet qui décidaient de qui recevait les fonds. Donc ça va être difficile de ne pas voir la main de Marlène Schiappa derrière le choix de son directeur de cabinet. Quand même, elle est ministre, mais comme beaucoup de ministres, ni responsable ni coupable, on connaît la chanson. Mais il se trouve que là, ça commence à devenir de plus en plus sombre. Je ne pense pas que dans les mois qui viennent, Marlène Schiappa fasse la couverture de lui, d'entrevues ou de Playboy à nouveau. Elle va avoir à répondre à la justice, ou peut-être du Financial Times, ou plutôt de la chronique judiciaire, parce que là, on est quand même dans un cas grave de non-contrôle finalement de l'argent public. Alors ça va, il y a une enquête. Elle est présumée innocente pour l'instant, mais elle est présumée innocente, mais quand on regarde la façon dont... l'intitulé détournement de fonds publics par négligence. Le mot négligence, j'y crois. Mais le reste, c'est pas évident. Attention, parce que ce fonds a été une façon de détourner les règles des appels d'offres pour justement ne pas avoir à être soumis à certaines contraintes qui empêcheraient ce genre de pratique. Mais comment? Alors moi, il y a quand même une chose qui me stupéfie. Elle sait qu'elle va se faire piquer, donc il y a une présomption d'innocence et j'ai toujours l'impression qu'ils ne sont pas coupables. Mais il faut être complètement débile pour, avec un directeur de cabinet, le chef de cabinet au sein d'un ministère, quand on est ministre, quand on sait qu'on est épié, qu'il y a une transparence qui fait quand même qu'on regarde ce que vous faites à l'heure du déjeuner. Jérôme Cahuzac, non mais quel est le rapport? Le rapport, c'est droit dans les yeux. Il n'a pas détourné des fonds publics. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est quand vous dites comment on peut imaginer qu'avec la transparence... il a été pris dans un engrenage. D'abord, ne parlons pas de ne parlons pas de Cahuzac qui a été pris dans un engrenage qui n'a rien à voir avec ça. Non, mais ce que je veux dire... Qui a financé la vie politique aussi. C'est quand vous dites on ne... Comment on peut... Aujourd'hui, elle est ministre, en vue, déjà arriver à se montrer comme ça, à publier dans des journaux au moment où on sait qu'on est un peu, parce que c'était déjà un peu évoqué ça. Donc je veux dire, il y a une inconscience. Mais la question d'ailleurs n'est pas de l'honnêteté de Marlène Schiappa, la question est comment nomme-t-on ministre une femme tout à fait charmante d'ailleurs comme Marlène Schiappa? Comment se retrouve-t-elle ministre? On peut poser la question pour... non, mais là, la réponse est assez facile. Il faut remonter à 2017 où c'est vrai que au sein de la Macronie, il y avait peu de gens qui, entre guillemets, incarnaient ou imprimaient dans les classes populaires. Et donc, il y a eu des nouveaux visages qui sont arrivés en 2017. La plupart, on n'en a plus entendu parler. Et la seule qui a à peu près survécu, c'était Marlène Schiappa. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a été mise au placard pendant 2-3 mois et qu'elle est revenue. Après, pour l'affaire du fonds Marianne... moi, pour paraphraser un peu Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre pour 2 raisons. D'abord,
est cynique, mais 2 millions d'euros, c'est des voleurs de poules par rapport à ce qui se faisait à l'époque des années Mitterrand, Chirac, où on piquait dans la formation professionnelle, où ça se chiffrait en dizaines, parfois à centaines de millions d'euros, et ça passait crème. Donc ça prouve quand même que oui, les choses ont changé. Qu'on devient quand même un peu plus attentif à l'évolution des deniers publics. Et après, encore une fois, c'est très cynique, mais bon, une ministre qui arrose ses potes. Mais tous les pouvoirs politiques... Elle ne l'a pas fait, attention à ce que vous dites. Enfin, elle dit qu'elle ne l'a pas fait. Et soupçonnée d'arroser ses potes. Enfin, arroser, d'avoir favorisé. Parce qu'arroser, c'est quand même, ça veut dire, je te donne... Oui, bon, mais c'est un peu la même chose. Regardez les subventions, enfin, c'est très rigolo. Regardez les comptes rendus, par exemple, du Conseil de la ville de Paris. Et regardez à qui la mairie de Paris donne de l'argent. Par exemple, à l'éditeur d'un conseiller de Paris qui a édité un livre qui s'est vendu à 80 exemplaires et qui en échange à des subventions. Mais là, c'est pas la même chose. On ne va pas faire l'amalgame, dire que Marlène Schiappa... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une constante dans la vie politique d'utiliser son pouvoir pour donner... J'ai connu, moi, des appels d'offres dans le service public de l'audiovisuel où on connaissait le nom du gagnant, enfin, je veux dire, de celui qui allait remporter le marché. Donc, c'était des appels d'offres totalement fictifs. Et en réalité, tout ça, ça s'améliore de plus en plus. Il y a des règles, il y a des lois. La population avant n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Maintenant, elle ça, c'est pas... Mais je trouve, Alexis, enfin, vous avez raison de pointer. Moi, j'ai trouvé que l'intitulé était quand même par négligence. C'est quand même très grave. Très grave. Par négligence. Est-ce que la négligence est pire que absolument. Non, moi je trouve que la négligence, c'est vrai que c'est coupable, mais on peut pas accuser quelqu'un et le mettre devant un tribunal pour négligence. Voilà, il y a tout le monde, enfin n'importe quel médecin, médecin, il y a des médecins qui sont devant les tribunaux pour ça. Les négligences, tout le monde en fait tous les jours. En fait, elle est dans une situation où elle va être perdante. C'est exactement le même cas, si vous vous rappelez, que Jean-François Copé, à l'époque de l'affaire Pygmalion. En fait, il a deux voies de défense. Soit dire... En fait, vraiment, je savais pas du tout ce qui se passait, mais ça veut dire qu'on contrôle pas son administration, pas les comptes de l'entité qu'on dirige, et c'est grave. Non, c'était là, on l'empêchait. Alors là, je connais l'histoire, Jean-François Copé. Pendant une campagne électorale, il n'avait pas le droit, c'est pour ça qu'il a été relâché immédiatement. Il n'avait pas le droit de regarder les comptes de campagne, justement pour ne pas influer, parce qu'on pourrait, pour le candidat, détourner de l'argent, etc. Il n'avait pas le droit d'y toucher. C'est le seul qui... Ils ont même pas... Ils ont regardé partout, et il n'a même pas été inculpé. Bon, on va... Mis en examen. Oh, oui, mis en examen. C'est peut-être le cas pour Marlène Schiappa, peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Pour l'instant, je rappelle qu'elle est présumée innocente. Elle a dit qu'elle attaquerait tous ceux qui la mettraient en doute. Maintenant, l'ouverture de cette enquête ne va pas forcément dans le bon sens, mais on verra. À suivre dans un instant, on va revenir sur la polémique, le très grand froid entre la France et l'Italie, et puis l'Assemblée nationale qui vote la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble sur Sud Radio, 9h31, avec Alexis Poulain, Lucas Jakubowicz et Sophie de Menton. Alors Lucas, votre coup de gueule concerne la gauche. Oui, en fait, il porte sur un sondage qui a été publié avant-hier par Elab pour BFM TV, un sondage qui est passé un peu inaperçu, je trouve, qui a demandé aux Français la question suivante. D'après vous, qui sort gagnant de la séquence sur la réforme des retraites ? En tête sort le Rassemblement national, 32%. Ensuite, les syndicats, 30%. Ensuite, le gouvernement, un peu surprenant, 20%. Et ensuite, les partis politiques de gauche, 12%. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la réforme des retraites, elle est majoritairement rejetée par les Français. Pendant des mois, les rues étaient pleines de monde, notamment des sous-préfectures ou ce qu'on appelle la France des territoires. C'était un boulevard pour la gauche. Et en fait, il y a seulement 12% des Français qui pensent qu'elle est sortie gagnante de la séquence. Donc, le coup de gueule, c'est désolé d'être cru, mais comment c'est possible d'être aussi nul ? Comment c'est possible de faire, d'avoir un résultat aussi... De ne pas avoir réussi à tirer profit de ça. Oui, comment vous l'expliquez ? En un mot, ou peut-être plutôt en 3 lettres, LFI. LFI, c'est-à-dire que la gauche française est sous la coupe de la France insoumise, qui a, et c'est ce qui était dit par les invités tout à l'heure, enfin dans l'émission d'avant, Éric Nolot et qu'on pariait sur une stratégie populiste de conflictualisation. Absolument. Le résultat, c'est quoi ? C'est que par exemple, concrètement sur la réforme des retraites, sur le fond, ils ont fait de l'obstruction parlementaire. Ils n'ont même pas écouté ce que demandaient les syndicats, c'est-à-dire de faire moins d'amendements, etc.
Sur la forme, évidemment, on se souvient des tenues débraillées, des clashs, des insultes, du coup de buzz permanent, etc., etc. Mais ça n'a absolument pas du tout rendu service à la gauche, à ceux qu'ils appellent le camp des travailleurs. D'ailleurs, même je crois que c'était Philippe Martinez. Même Philippe Martinez avait dit que LFI n'était plus dans le camp des travailleurs. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement préoccupant de voir une gauche qui est devenue totalement en fait inutile au débat public. Pour la démocratie, c'est grave. Et le coup de gueule dans le coup de gueule, c'est qu'on pourrait se dire que ces gens-là sont quand même des êtres dotés de raison et qu'ils auraient pu se dire peut-être qu'on va changer d'approche parce que ça n'a pas marché. Et au contraire, on voit qu'ils sont de plus en plus dans la surenchère, dans le buzz, etc., etc. Il suffit de voir les casserolades. En quoi les casserolades, ça va aider, je sais pas moi, la classe politique à changer des choses concrètes. Alors, Alexis Poulain, vous qui défendez quand même plutôt LFI, comment vous expliquez effectivement ce sondage et ce qui a l'air assez concret, c'est-à-dire que tout ça profite principalement à Marine Le Pen. Vous défendez LFI, Alexis Poulain ? Ça profite à Marine Le Pen parce que Marine Le Pen a su se cacher et rester très loin finalement du débat et de la rue, parce que voilà, c'est aussi sa façon de faire qui permet de dire rendez-vous dans 2027. Toute sa stratégie, c'est de donner rendez-vous en 2027 et d'attendre gentiment de récolter les fruits de ce qu'elle met en terre, on va dire, avec cette stratégie quand même d'aller de plus en plus vers le monde du travail. Le 1er mai au Havre, c'était inédit. Du temps de Jean-Marie Le Pen, c'était sous la statue de Jeanne d'Arc, etc. Il y a aussi cette volonté de renaissance de mettre Marine Le Pen comme l'adversaire permanente, parce que c'est une sorte d'assurance d'un deuxième tour gagnant quand on est face à Marine Le Pen. Encore en France, il y a toujours ce réflexe. Pour ce qui est de la stratégie de la FI, je crois que c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de la conflictualisation, tout conflictualisé, arrive évidemment les casserolades. Les casserolades, elles ont un but, c'est de dire on va pas tourner la page. Macron voudrait, parce qu'il a promulgué cette loi en catimini dans la nuit, qu'il a passé en force avec un 49.3, etc., il voudrait passer à autre chose. Eh ben non, les casseroles, ça permet de dire on passera pas à autre chose. Vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez pas continuer de faire des discours, vous pouvez pas dérouler votre agenda. On veut revenir sur cette réforme qui a été... C'est très démocratique pour un parti qui s'estime défenseur de la démocratie. C'est demander davantage de démocratie en réalité. Et ces casseroles, elles sont là pour dire stop, on va s'arrêter parce que c'est du vol démocratique ce qui se passe avec Renaissance. Donc cette stratégie-là, elle a son intérêt, elle a sa limite évidemment, c'est de dire c'est une bordélisation et ça n'apporte rien. Mais derrière les casseroles, il y a des revendications, il y a d'autres réformes des retraites possibles et pas seulement la réforme proposée par Emmanuel Macron. D'ailleurs, des réformes portées par des syndicats réformistes comme la CFDT ou autres. Donc ça permet simplement de reprendre le temps politique et de dire attendez, pas si vite, 1 minute papillon, on va s'arrêter au son des casseroles et on posera les casseroles pour discuter une fois que vous serez d'accord pour discuter, puisque Emmanuel Macron et la discussion, ça fait 2. Vous savez très bien que personne ne veut céder un pouce. Le problème, arrêtons de parler de discussion. Mais personne... Et quand à voter, tout à l'heure, on s'étonnait que LFI ait voté la même chose que le Rassemblement national. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que personne ne veuille voter quelque chose dans lequel on croit, sous prétexte que le parti d'à côté veut le voter. Le problème aujourd'hui, c'est la division. On va en reparler, mais on va y revenir sur ce vote. Mais sur les casserolades, quand on regarde les images, il n'y a pas énormément de monde à chaque fois. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet médiatique sur ces casserolades, bien que notre sondage aujourd'hui, IFOP Fiducial pour Sud Radio, dit que les Français soutiennent. Il n'y a pas tant de monde, et je pense que les gens qui sont contre la réforme n'apprécient pas forcément de voir leurs représentants taper à coups de casserole et faire obstacle à des déplacements de ministres ou autres. Et du reste, le meilleur moyen d'atténuer la réforme, ça aurait été d'être plutôt constructif, par exemple en commission des affaires sociales, ce qui n'était pas forcément le cas. Il faut juste avoir une anecdote pour les gens qui connaissent pas trop, par exemple, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Toutes les discussions se prenaient au sein de la commission des affaires sociales. En principe, c'est des députés qui sont censés être spécialistes du sujet et qui discutent. Il y a une règle
mais qui n'a jamais été vraiment prise en compte à l'Assemblée nationale, qui dit que n'importe quel député peuvent quand même venir assister à la commission. Et là, dans les travaux de la commission, il y avait tous les députés LFI qui n'étaient pas en commission, qui venaient et qui faisaient bouh, bouh, et qui criaient sur les députés d'autres partis quand ils essayaient de défendre leurs amendements. C'est dans la logique des casserolades, mais est-ce que c'est vraiment démocratique ? Non, c'est de l'intimidation. Mais sur le fait que LFI ne récolte pas, alors les sondages, je vois nos auditeurs qui disent oui, les sondages c'est de la merde, pardon, sauf que quand on dit que les Français soutiennent le mouvement, vous êtes d'accord avec les sondages, et quand un sondage est pas dans ce sens-là, vous dites non, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Sachant que pour les sondages, alors LFI a une grande spécialité, c'est critiquer les sondages, les médias, etc. quand les sondages sont mauvais. C'est ce qui se passe en ce moment quand vous avez évoqué ce sondage où on nous dit c'est n'importe quoi. Mais on le voit très bien sur les réseaux sociaux. Par exemple, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais quand on relaie un mauvais sondage de Mélenchon, il y a tous les comptes avec des tortues, des balais, etc. qui disent oui, mais le propriétaire de tel journal, c'est le neveu de Macron et celui-là, il a mangé avec Bruno Le Maire, ils sont tous pourris. Là. Par contre, quand les sondages sont bons ou pas trop mauvais, alors là, tous les députés insoumis les font circuler en masse sur leur réseau personnel en disant Mélenchon président, blablabla. Mais Alexis, sur le fait que la gauche ne récupère pas, ne bénéficie pas. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aujourd'hui, il y a une dynamique de division à gauche parce que les européennes arrivent et la NUPES est fébrile. Ouais. Il n'y aura pas de liste commune, il y aura une liste commune. Les Verts ne veulent pas lâcher parce que les européennes, c'est une rente électorale pour eux. Les communistes aussi se disent, bon, on a une carte à jouer. Donc, si la NUPES arrive en ordre dispersé aux européennes, c'est la fin, finalement, de ce qu'aurait pu être une union de la gauche pérenne. Et ça, c'est une dynamique terrible parce que vous avez aussi le PS qui est divisé en son sein, avec d'un côté la branche Cazeneuve, Delga qui voudrait être le PS de gouvernement, etc. Et puis la ligne de Faure qui veut tenir la NUPES jusqu'au bout. Donc déjà, la gauche est dans une stratégie de défaite, de désunion et de petits calculs politiques, alors que le moment est quand même assez historique et qu'il n'y a pas grand-chose. Et le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une figure comme Mitterrand qui est capable de faire cette synthèse et d'emmener tout le monde au présidentiel en disant ça suffit, on verra après, on distribuera les ministères, mais on va gagner et on y va tous ensemble. Aujourd'hui, c'est chacun pour sa gueule, excusez-moi du terme, et déjà les calculs sont en train de se faire. Donc la gauche a déjà perdu parce qu'elle n'est pas dans une logique d'union, elle n'est pas dans une logique de construction. En mettant la retraite à 60 ans, Mitterrand risquait pas d'avoir des casseroles. Elle était à 65, c'est lui qui a plongé la France dans un désastre économique. Mais il a fait ce qu'il a fait. Il est très vite revenu d'ailleurs sur sa politique de gauche qui a duré seulement 2 ans. Oui, c'est vrai. Mais enfin, de quoi toute façon, derrière, c'est Fabius qui était Premier ministre. Et puis après, ça a été une cohabitation permanente. C'est vrai. Donc, mais il était au pouvoir. Si la gauche était dans une stratégie de prise de pouvoir, elle serait dans une stratégie unitaire, coûte que coûte. Et après... Il se chamaillerait une fois l'élection faite. Là, c'est tout l'inverse. Et je vois pas comment ça peut tenir ou gagner quoi que ce soit avec autant d'armes. Enfin, c'est une armée mexicaine, quoi, et autant de généraux qui sont dans des petits bataillons pour essayer de gagner les européennes, les sénatoriales, voilà, c'est triste. Allez, on va parler dans un instant de ce vote LFI-RN pour la réintégration des soignants. Juste une information qui m'a fait sourire ou pas, je ne sais pas. Comment les cardigans d'Elisabeth Borne sont devenus le problème d'Agnès B. Vous avez vu, c'est plutôt les femmes qui vont réagir. C'est drôle. Elisabeth Borne porte des petits cardigans avec des pressions. Vous savez, c'est un gros coton avec des pressions. On peut refermer ou pas parce qu'on entend. Je sais pas si on entend tous les travaux à l'antenne. Non, pas du tout. On n'a pas fini encore. Je vais refermer dans un instant. Non, c'est juste pour savoir si à l'antenne on entend les marteaux piqueurs et tout. Non, mais donc Elisabeth Borne pose un problème à Agnès B avec ses petits boutons, avec ce gilet mythique des années 80. Mais qui reste toujours les jeunes de 15-16 ans. Adore ce gilet, donc c'est extraordinaire comme durée. Mais Agnès B est plutôt de gauche, donc ça la gêne. Il fallait de gauche, Elisabeth Borne. Oui. Alexis, vous vouliez dire quelque chose ? C'est vrai. Mais oui, moi je voulais dire, il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info dans la dépêche. C'est pas un problème de cardigan, mais c'est il y a un livre qui va sortir sur Elisabeth Borne et concernant sa vie privée. En fait, celui qu'elle présente comme son compagnon est pacsé avec une autre femme depuis 2021. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est pas. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est juste que. C'est grave. Je veux dire, on se tait parce que c'est tellement compliqué. Maintenant, c'est un argument politique
que d'afficher sa tendance sexuelle, si je puis dire, des coming out, etc. Et je veux dire, on ferait mieux. Oui, mais là, je suis pas sûre qu'elle avait très envie que ça soit révélé dans un livre. Justement, je vois pas très bien ce que ça apporte non plus. C'est parce qu'apparemment, elle a menti pour justifier quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne m'intéresse pas. Mais donc, elle a menti et c'est pas intéressant. Allez, si, c'est intéressant, justement. On se retrouve dans un instant. Pause. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec Sophie de Menton, Alexis Poulain et Lucas Jakubowicz. Sophie, vous vouliez dire un mot sur le prix de l'essence, parce que je rappelle cet auditeur hier, que je remercie, qui m'a montré les prix en Espagne, et c'est assez incompréhensible de voir qu'il y ait une telle différence entre un plein en Espagne, le prix de l'essence, 1,39 pour le gasoil, contre, je ne sais pas, en France, enfin je sais que le 95... 2 € en France. Oui, 95, le 95 est à 2 €, et là c'était 1,40 à peu près pour du 95. Alors là encore, il y a vraiment... C'est les taxes. Mais c'est les taxes. Alors c'est les taxes avec des exigences. Nous avons ce qu'on appelle les CEE, certificats pour les économies d'énergie, et on demande aux distributeurs de carburant une exigence qu'on n'a nulle part au monde. Il faut des carburants bio. Enfin, c'est extraordinaire. C'est comme les fruits et légumes pratiquement maintenant. Et donc il y a des bio à incorporer dans les carburants, d'où cet écart de hausse. Et puis les taxes sont invraisemblables. Les taxes de gouvernement sont passées de 70 centimes à 1,15 € le prix du baril. Donc le prélèvement de l'État fait que l'essence coûte une fortune, sans compter qu'il y a les marges de raffinage aussi qui sont là et qui financent les éoliennes, le solaire, etc. Donc on a porte-monnaie ouvert. C'est comme on a annoncé encore ce matin. Je me suis réveillée. Quelle chance, 1 milliard d'euros pour subventionner les vélos. Oui. Non mais on est dans un pays où la dépense publique est un délire. Enfin, je veux dire, on est un État panier percé. Oui, mais là, cet auditeur me dit, en plus, c'est du premium, c'est de la bonne qualité, contrairement, parce que l'argument des pétroliers, c'est de dire notre essence est meilleure. Mais je suis désolée, il m'a envoyé la photo. C'est effectivement le 95 est à 1,45 et le gasoil à 1,33. Mais nos exigences sont supérieures à celles de l'Europe. On fait toujours mieux que l'Europe, nous. Oui. Et en plus de ça, on finance avec ces taxes les éoliennes qui sont, à mon avis, dramatiques. Mais... Donc, il faut faire des économies, mais on a de l'argent. On a un vrai problème de taxes en France. On a un vrai problème de vernis bureaucratique. C'est pas normal que l'électricité soit la plus chère en France, que l'essence soit la plus chère en France. Enfin, on a un vrai grave problème. Et au gouvernement, personne ne veut s'y atteler. Alors, on règle le problème de manière très court-termiste, avec des chèques carburant, avec des chèques énergie. Mais sur le long terme, on n'a aucune solution. On est pris dans un système de Shadok où c'est toujours plus cher pour un service qui est le même. Il suffit de passer une frontière et on se retrouve avec des prix qui n'ont rien à voir. C'est grave parce que c'est un secteur stratégique, celui de l'énergie. Et là, on va avoir encore, j'imagine, de grandes discussions, des comités citoyens, des trucs, mais plutôt que d'aller directement sur pourquoi autant de taxes sur l'essence. Pourquoi ? Et puis pourquoi aussi une dérive ? Pourquoi est-ce qu'on va financer l'achat des vélos ? Enfin, je suis désolée. Mais si, c'est les objectifs carbone. Ça fait partie du délire bureaucratique européen. Vous remplissez des cases. Donc avec ça, vous avez votre objectif 2030, pays décarboné, etc. Là, Christophe Béchu veut nous préparer à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Tiens, une commission d'enquête citoyenne, enfin, blabla, quoi. Lucas Jakubowicz. En fait, je pense que ce qui est très intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est la composition, on va dire, socio-professionnelle des gens qui nous dirigent en France. Oui. En France, en fait, on a 2 grands types de gens qui nous dirigent. On a à la fois des élus locaux, qui sont habitués en fait à subventionner pour être élus, mais c'est normal, ils sont élus locaux. Oui. Et puis après, on a des technocrates qui ont une vision effectivement héritée du gaullisme, avec des plans, des dépenses publiques, etc., etc. Ce qui explique en partie notre propension à taxer et nos déficits. Et si vous prenez d'autres pays qui ont des budgets à l'équilibre, je pense par exemple à la Suisse, aux Pays-Bas, à l'Allemagne. La classe politique, c'est beaucoup de gens qui sont... déjà, il y a beaucoup plus, par exemple, de profils scientifiques et économiques que chez nous. C'est des gens qui, quand ils dirigent, regardent avant tout le budget, les KPI, les ratios coût-résultat. Et donc, je pense que c'est dans la composition de notre classe politique et dirigeante qu'on peut trouver les raisons de toute cette gabégie financière. Et juste pour être pessimiste, ça va pas s'arranger parce que la plupart
des dirigeants viennent de Sciences Po, je sais très bien, j'en viens moi-même, et on n'a aucune culture économique et scientifique, et c'est de plus en plus le cas chez les jeunes diplômés. Et quand il y en a, et quand il y a des professeurs, il vaudrait mieux s'abstenir. Ouais. Je ne sais pas s'il vaudrait mieux s'abstenir. Franchement, ce qu'on apprend par exemple aux enfants sur l'économie au lycée, dans les collèges, c'est extraordinaire. C'est le droit de grève, les syndicats. Enfin, c'est une hostilité quand même. Entre par exemple, en première année de Sciences Po, moi je sais que notre manuel d'économie, et c'est pas une blague, c'était Jacques Généreux. Et Jacques Généreux, par exemple, c'est un économiste qui a fait les programmes de Mélenchon. Pourquoi pas? Mais pourquoi on n'a pas un autre son de cloche pour nous permettre d'avoir une idée un peu plus... Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur le vote. On va un autre son de cloche. Sur le vote hier à l'Assemblée, donc de réintégrer les soignants non vaccinés. Je n'ai pas super envie qu'on rentre dans ce débat sur fallait-il ou pas. Enfin, encore que je vois que la majorité de la communauté médicale était contre cette réintégration. Mais la question, c'est comment est-ce que les LFI... Comment est-ce que les LFI... non. Non, mais on manque de soignants à un point. Mais ça représente 2000 personnes. 2000, c'est pas mal. Et c'est une négation totale de la science. Ça veut dire qu'on alimente les antivax. C'est vrai, ça vous avez raison. Alexis, je sais que vous étiez pour cette réintégration. Ma question, elle portait plus quand même sur l'alliance avec le FN des LFI. Qui ont voté ensemble. Ils ont voté ensemble. Non, ils n'ont pas voté ensemble. Ils ont eu pour une fois, bravo. Pour une fois, ils ont voté en leur âme et conscience. Ils ont voté en leur âme et conscience. Eh ben, écoutez, c'est formidable. C'est la première fois. Ça. Vous savez, ils sont censés être représentatifs. On est dans la démocratie représentative. Donc, si vous avez des représentants qui ne représentent pas une partie du peuple français, on a un grave problème. Donc, s'il se trouve que vous avez d'un côté des représentants qui vont voter la même chose parce qu'ils représentent, eux, des électeurs, ça me paraît tout à fait normal. Et puis, sur le RN, vous avez Renaissance qui vote aussi avec eux. Vous avez deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont RN. Enfin, ce débat-là... Ils n'ont pas réussi à voter ensemble pour la motion de défiance. Ils votent sur un truc comme ça. C'est autre chose. La motion de défiance, c'est politique. Enfin, ça, c'est le sujet, c'est autre chose. Ces oppositions qui désolent, parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi là, ça marche, pourquoi là, ça marche pas. En tout cas, sur ce qui est de la réintégration des soignants, elle était déjà actée par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est pas ce vote-là qui le fait. Ce vote, c'était sur l'abrogation de l'obligation vaccinale Covid pour ce qui est des soignants. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a quand même, à la base, c'était un message de la DGS qui fait qu'il n'y avait plus de recommandations en population générale de ce vaccin Covid. Donc, alors, excusez-moi, je vous interromps parce qu'il faut bien comprendre, je ne savais pas. Sophie. Vous voulez dire que ce vote était un vote pour l'abrogation d'obligations vaccinales. Oui, mais ça c'est grave, je suis pas du tout d'accord là. Et la réintégration des donc. Non, mais la réintégration, on pouvait imaginer qu'on vote. Par la Haute Autorité de Santé. Mais c'est-à-dire que dorénavant, les soignants n'auront aucune obligation de se vacciner. Non, uniquement sur ce vaccin Covid qui a montré ses limites, notamment pour la transmission. D'accord. Oui, mais enfin qui a protégé des formes graves. Je sais qu'on ne sera pas d'accord sur le. Et ils seront obligés de se vacciner contre le sujet. Vous avez vu les chiffres en Guadeloupe aussi où la mortalité a dépassé le nombre des naissances, et ça c'est suite évidemment au Covid et suite au fait qu'il n'y ait pas eu de vaccination, qu'il y ait eu un refait total de la vaccination. Et ça c'est pas, il y a pas de, enfin c'est factuel. Ah oui, sur les chiffres, c'est factuel. Donc les gens qui ne sont pas vaccinés, il y a eu plus de mortalité. Protéger, évidemment, mais sur la vaccination qui limitait la transmission, etc., les limites ont été montrées. Et d'ailleurs, les autorités de santé l'ont acté. Donc, et puis il a évolué, le virus. Tout a évolué, donc c'est compliqué. Même Didier Raoult, aujourd'hui, dit que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas sur Omicron. Alors là, j'avoue qu'il y a eu un... Et là, le vaccin... C'est peut-être le truc le plus révolutionnaire. C'est le truc le plus révolutionnaire, je veux dire. Et donc, oui, Omicron... le vaccin aujourd'hui ne fonctionne que très peu, je crois, sur le Covid. Oui. Pour peut-être conclure, une petite blague sur Internet, l'Assemblée nationale vote la réintégration des pizzas Buitoni. C'est un peu ça. Oui, mais pourquoi pas, non, les gens, il faudrait refaire, moi je serais d'avis de refaire une émission avec des pour et des contre, parce que les contre, en général, refusent de débattre avec ceux qui sont pour la vaccination du Covid. Parce que une auditrice me dit elle n'a pas encore compris qu'il ne protège pas de la transmission, donc ne sert à rien. Peut-être pas de la transmission, mais des formes graves, il a protégé. Valérie, faisons confiance
à la science. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde a un avis sur le vaccin. Moi, je suis modeste. Il y a un moment où il y a des études qui sont faites. Le virus a évolué. Ça a été indispensable de se vacciner. Bravo. Il y a un moment où apparemment ça ne l'est plus. Mais ce qui est très grave, c'est que aujourd'hui tout le monde discute et tout le monde a un avis sur l'efficacité vaccinale. Eh ben non. Mais faisons un débat avec des scientifiques. Avec des scientifiques, sauf que les anti-vax refusent. On a proposé plusieurs fois et ils refusent le débat. Mais il n'y a pas de scientifiques vraiment anti-vax par principe. Si, il y en a. Il y en a. Professeur Raoult, il n'est pas contre la vaccination. Non, il n'est pas anti-vax, mais il était contre cette vaccination-là précisément. Donc voilà. Mais je sais que ça, c'était. Mais c'est vrai que je vois les soignants qui eux se sont vaccinés, ont fait le boulot, voir revenir ces gens. J'imagine qu'ils ne sont pas forcément. Moi, je suis contente. On va oublier 2 minutes. On a 2000 personnes qui viennent soigner les gens. Allez, on va se réjouir. C'est bien. Oui, absolument. Merci, bon, qu'est-ce qu'on peut finir sur une note joyeuse? Non, on n'a plus de sujet. Ah bah si, il faut regarder la télé demain. Darmanin-Mélanie, un mot, Alexis? Si, un mot. Quelle honte! Il s'est pris les pieds dans le tapis, non? Vous vous rendez compte l'Italie, ce qu'elle prend depuis que il y a la réélection d'Emmanuel Macron? On est d'incident diplomatique en incident diplomatique avec nos voisins italiens. C'est grave. Alors, on nous sert des valeurs européennes, etc. Mais systématiquement, on prend les Italiens en contre-exemple et on passe leur temps à leur taper dessus. C'était le cas sur l'accostage des bateaux avec les rescapés en mer. C'est le cas sur la politique migratoire. Enfin, à un moment, je comprends que les Italiens en aient ras-le-bol et disent non mais attendez, qu'est-ce qui va pas les Français? Par contre, c'est marrant, on tape jamais l'Allemagne. C'est comme si on est un peu le caïd de la cour de récré qui s'attaque à plus petit mais qui s'en prend pas à plus. Mais il y a beaucoup plus grave. C'est aller attaquer un pays étranger pour la politique intérieure parce que ça en 12, pas en 12 d'ailleurs, c'est contre Marine Le Pen. Enfin, c'est honteux. C'est indigne. C'est indigne d'aller attaquer la présidente italienne élue démocratiquement pour affaiblir en douce Marine Le Pen qui inquiète le pouvoir. D'autant que Marine Le Pen et Giorgia Meloni ne s'entendent pas franchement. Donc, mais qu'elles sont pas d'accord sur les mêmes choses. Le ministre de l'Intérieur met en difficulté la ministre des Affaires étrangères qui devait recevoir qui a annulé effectivement un Italien, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, du commerce, et qui est obligé d'annuler. Donc voilà. Et tout ça pour l'immigration parce qu'on n'ose pas faire la loi. Absolument, une loi qu'attendaient les Français. Merci à tous les trois. Dans un instant, on va traverser la France avec Hervé Pochon et sa balado. C'est passionnant. C'est la diagonale du vide. Est-ce que vous saviez que ça existait? Cette diagonale qui part de la Meuse et qui arrive dans les Landes, le territoire le moins peuplé de France. Et Hervé Pochon a décidé de traverser cette France. Voilà. Et ben voilà, très bon week-end à ceux qui partent ou qui sont sur la route, et à tout de suite.